Alors d'abord, salut Rémi, comment vas-tu? Salut Jérémy, écoute, ça va très bien. Merci pour cette invitation. Ravi de participer. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends et je te vois très bien. Je suis très heureux. Merci à toi aussi d'avoir accepté mon invitation très tardive, puisque je crois que je t'ai invité il y a 24 heures à peu près C'est pour ça, ouais. vite. Alors, à noter que nous étions en contact ensemble depuis quelques mois, je crois, et que tu m'as Ouais. dit si un jour tu as un sujet lié à la cybersécurité des cryptos, n'hésite pas à me solliciter. Si je peux, je viendrai. Alors moi, il ne faut pas me dire ça deux fois. D'où ma demande un peu tardive, mais merci en tout cas de l'avoir accepté. Alors, ce que je vous propose, les copains, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on parle de ce hack de Bybit qui est ni plus ni moins, en tout cas de ce que j'ai compris, le plus gros hack crypto de tous les temps. Euh, alors, peut-être un petit rappel des faits. Alors, Rémi, est-ce que tu veux t'occuper de faire un petit rappel des faits ou est-ce que tu veux que je le fasse et on échange un peu ensemble? Comment tu veux le faire? Non, bah écoute, je peux faire un petit rappel, puisque maintenant je suis chroniqueur, donc je vais me prêter à l'exercice. Alors, pardon, je vais t'interrompre parce qu'en fait, j'ai manqué au minimum de diligence. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ce. Moi, je t'ai dit un ex de Ledger, expert en Ah oui, cybersécurité, mais peut-être en quelques secondes nous dire un petit peu voilà, qui tu es et ce que tu fais pour que les gens le comprennent un peu mieux, si tu veux bien. oui, bah, rapidement, les 6 dernières années, j'étais responsable des produits hardware wallet de Ledger. Pour ceux qui connaissent pas encore la crypto ou Ledger et qui t'écoutent, Ledger, c'est le leader mondial euh, de solutions de sécurité en fait pour des portefeuilles crypto. Moi, pendant 6 ans, j'ai accompagné cette société à développer et à faire évoluer en fait des nouveaux produits qui ressemblent à des clés USB avec un écran et des boutons et qui visent en gros à protéger vos cryptos, notamment vos clés privées. De différentes attaques dont on pourra aussi reparler dans le contexte en fait du hack de Bybit. Et depuis euh, et depuis 6 mois, j'ai lancé en fait une activité de conseil. J'accompagne des pros et des particuliers à comprendre les enjeux de sécurité liés en fait à l'investissement crypto avant d'investir, pendant qu'on investit, selon comment on stocke, selon comment on conserve ses cryptos, et à basculer progressivement vers des solutions de self-custody, de conservation personnelle de ses clés privées avec des dispositifs comme des hardware wallets. Merci, parfait. On avait reçu le CTO de Ledger, Charles Guillemet, dans l'émission il y a quelques semaines de là. D'ailleurs, je vous mets le lien en commentaire si vous n'avez pas vu l'interview. On avait abordé avec lui tous les sujets, même les plus touchy, liés à Ledger, et c'était très intéressant. Alors, merci Rémi pour cette petite présentation. Allez, hop, on y va. On va parler du hack de Bybit. Vas-y, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Bah écoute, allez, commençons. Déjà un peu de contexte. Le hack de Bybit, là, il y a 3 jours, c'est le plus gros hack de l'histoire. On parle de près de 1,5 milliard de dollars, de 400 000 Ethereum et quelques autres tokens qui ont été dérobés. Les deux précédents très gros hacks qu'on a connus, c'était il y a 2 ans et 3 ans, c'était des bridges et des protocoles. On parle de Polygon pour 600 millions de dollars et Ronin pour 600 millions de dollars également. Donc là, c'est vraiment un exploit record en fait dans les hacks d'échange ou de protocoles. Ce hack, il est attribué à Lazarus. Donc Lazarus, c'est un groupe de hackers nord-coréens qui est déjà, je pense qu'ils ont, en fait d'armes, ils ont déjà hacké plus de 3 milliards. Donc c'est une entité de hackers très professionnelle, très militaire, très méticuleuse. Et comment ça s'est passé? Ben, en gros, le résumé avant de rentrer dans le détail, c'est la compromission des ordinateurs finalement des signataires du wallet, du cold wallet de Bybit. En gros, leurs machines elles ont été infectées. Alors, comment elles ont été infectées, leurs machines? On peut spéculer, mais en gros, ces groupes de hackers, ils sont très forts, en gros, pour faire ce qu'on appelle du social engineering. Donc, en gros, ils vont cibler des personnes dans des boîtes
comme des échanges notamment. Ces personnes, ça peut être également ce qu'on appelle des rogue employees, c'est-à-dire des employés qui sont infiltrés depuis des années. Donc, c'est vraiment une approche méticuleuse, silencieuse, mais assez lourde. Ils ont pu compromettre des adresses email, des messageries et en fait infester les ordinateurs des signataires avec des trojans, des malwares. Donc concrètement, le cold wallet, c'est le wallet sur lequel est détenu le gros des cryptos des échanges parce qu'il est censé être sécurisé, il est hors ligne. C'est là Tout où à on fait. stocke le gros. À l'inverse des hot wallets, donc les wallets qui, eux, sont connectés à Internet et sur lesquels on met moins de crypto et c'est plus des wallets tampons, entre guillemets, pour Exactement. alimenter peut-être les utilisateurs qui veulent cash out, etc. Et donc, ce hot Exactement. wallet qui est un peu le coffre-fort de l'échange, lui, évidemment, pour faire une transaction, ce n'est pas un mec qui peut comme ça décider, c'est un multisig. Donc, ça veut dire qu'il faut plusieurs signataires et il suffit qu'une personne rejette pour que la transaction ne se fasse pas. Et donc, comme tu dis, et ça c'est passionnant, alors cyniquement bien sûr, mais c'est passionnant d'imaginer ces hackers nord-coréens qui vont pas seulement être des cracks de l'informatique, mais qui aussi vont essayer de faire de l'espionnage, vont faire de l'escroquerie, vont se rapprocher socialement. Déjà, il faut les trouver, les signataires. Déjà, la question, c'est de savoir comment, moi, demain, je veux hacker un échange. Comment je sais qui sont les 4, 5, 10, et j'en sais rien combien d'ailleurs de signatures il y a, du cold wallet que j'ai ciblé. On sait ça, comment ça peut se passer? Tu as une idée là-dessus? Non, pas nécessairement. Moi, je pense que c'est vraiment la combinaison de différents facteurs dans le social engineering, c'est d'identifier qui travaille où. Ensuite, d'avoir des campagnes d'email qui vont essayer de récupérer des informations, laisser en gros des petits secrets cachés en fait qui vont permettre de révéler ces informations. Je pense qu'il y a un petit peu également de rétro-engineering, c'est-à-dire que quand tu arrives à identifier en fait quel est le smart contract de l'échange, tu peux, je pense, en rétro-engineerant, retrouver en gros quel est le quorum de signature nécessaire pour pouvoir valider une transaction. Et ensuite, via ton social engineering, identifier en fait quelles vont être les signatures. Donc c'est vraiment la combinaison de plusieurs facteurs. Il faut imaginer que que la réalité dépasse la fiction. C'est à peu près ce qu'on voit dans les films, mais cette fois-ci en réel, quoi. Et tu parlais tout à l'heure de la possibilité d'avoir des agents infiltrés, donc on n'est pas à l'abri aussi, qui est une taupe dans Bybit qui Exactement. aurait vendu la liste des signataires ou qui, de l'intérieur, auraient donné des informations. Est-ce que, honnêtement, ça m'a l'air juste impossible que ce ne soit pas le cas? Écoute, je sais pas, on peut que spéculer, mais c'est très probable. Il faut savoir en fait que avec le développement du travail à distance, en fait, tu as énormément alors je veux pas faire d'élite faciès, mais énormément de Nord-Coréens en fait qui sont infiltrés dans des tas d'entreprises, qui ont fait des entretiens, alors maintenant de plus en plus robustes, mais enfin c'est pas un entretien avec un KYC, hein, je veux dire, on te demande pas alors pour les échanges peut-être qu'on te demande des casiers judiciaires, je ne sais pas, mais en tout cas c'est des entretiens d'embauche classiques, on vérifie si tu as des références, si tu as fait ce que tu dis sur ton CV et tu es embauché en fait, et c'est quand même très propice à l'éparpillement en fait de tas de potentiellement agents infiltrés dans des échanges et qui travaillent de façon décentralisée. Et d'ailleurs, pas que des échanges crypto, hein, des établissements financiers, des grandes entreprises du CAC 40. Enfin, Lazarus cible des plateformes crypto parce qu'elles savent le faire, mais elles ciblent également d'autres types d'acteurs. Hein. Ouais. Non, mais ouais, très clair. Ok, merci. Alors, donc là, on a à peu près compris la première étape. Déjà, cibler le bon wallet. Ensuite, cibler les personnes qui peuvent autoriser une transaction. Ensuite, encore faut-il. Installer un malware ensuite. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est un malware? Comment on l'installe? Et surtout, derrière, qu'est-ce que ça provoque comme modification du front, tout ça? Tu vas nous expliquer un petit peu pour qu'on comprenne. Alors, ce qui s'est passé là vraisemblablement, c'est qu'ils ont eu un trojan ou un malware. Donc, en gros, certainement que via email ou une communication où ils ont téléchargé en fait des pièces ou cliqué sur des URL qui ont en gros installé un logiciel pirate silencieux
pas nécessairement détectables. Et ce que ce logiciel pirate a fait, en gros, en infectant les ordinateurs des signataires, une fois les signataires identifiés, on ne sait pas si c'est un des 3 signataires ou tous les signataires qui ont été infectés, mais il suffit qu'il y ait en gros une interface qui soit piratée. Donc comment ça se passe? En gros, ce malware, il va répliquer un petit peu l'environnement en fait de signature de la personne qui va émettre une transaction. En gros, ce que tu vas avoir, c'est un faux. Donc eux, ils utilisent Safe Wallet, et donc en gros, tu vas avoir une interface qui ressemble strictement, exactement à Safe Wallet. Ça, c'est une option. Ou alors, tu vas avoir non pas l'interface qui change, mais tu vas avoir la mécanique sous-jacente à l'interface qui, elle, est compromise. C'est vraisemblablement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que tu es sur une interface dans laquelle tu fais une transaction normale, j'envoie ou je fais un transfert de fonds régulier d'un cold wallet à un hot wallet, et donc pour moi tout paraît légitime, mais en background, ce qui se passe, c'est que les termes en fait de cette transaction, ils sont modifiés en fait par le malware, et c'est forcément cette partie-là qui a échappé à l'attention des signataires en fait, ils sont 3 hein, de la transaction. C'est qu'en gros, tu vas aller manipuler le signataire en lui faisant croire qu'il signe quelque chose, alors Ouais. qu'en réalité, il est en train de signer autre chose. C'est comme quand on reçoit un mail frauduleux de la Poste qui me dit qu'il faut que j'aille récupérer mon colis. Et là, ils me mettent un site internet de la Poste, plus ou moins mal fait d'ailleurs. C'est vrai. Il m'invite à mettre mes coordonnées bancaires en me disant oui, mais c'est pour identifier justement le récipiendaire, enfin celui qui doit recevoir le colis. Bah, c'est la même chose, sauf que là, ça coûte 1,5 milliard. Alors moi, ce qui me choque, c'est 3 personnes seulement pour 1,5 milliard. Est-ce que c'est normal comme quorum? Est-ce que c'est habituel selon toi? Ou est-ce que, enfin, je sais pas, moi, ça m'a l'air peu pour une si grosse somme, mais Ben, en fait, moi, ça ne me choque pas. En fait, tout dépend de qui sont les signataires. Parce qu'en gros, quand tu mets en place une gouvernance, tu peux très bien dire bah, que mes 3 signataires, c'est le CEO, ce qui est le cas, et peut-être avant, il y a le CFO, et peut-être un responsable finance, responsable des opérations. Donc, en gros, c'est plutôt un bon quorum, hein, 3 signataires. La question, c'est pas, ils n'ont pas signé en fait pour une transaction de 1,5 milliard, parce qu'on oui, peut bah oui. imaginer que pour ce montant-là, il y a des processus d'escalade qui peut-être font appel à plusieurs signataires, ou en tout cas un processus de décision plus conséquent, plus lourd. Là, en gros, ce qu'ils ont signé, c'est un simple transfert, tu vois, de peut-être quelques milliers d'Ethereum. Je me rappelle plus Alors, exactement le montant de la transaction. pour qu'on comprenne bien, donc le front potentiellement est usurpé, peut-on dire, mais il y a aussi donc le contenu de la transaction qui est usurpé, c'est-à-dire que évidemment, eux, quand ils appuient sur approve et avant de perform à la fin, parce que je crois que c'est comme ça que ça fonctionne en général, tu dois approve, et puis dès que Oui. les 3 ont approve, à la fin, tu en as un qui doit appuyer sur le bouton pour dire perform. En gros, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, sauf que eux, ce qu'ils voient affiché dans le contenu de la transaction, c'est a priori plutôt un transfert de routine, quelques centaines de milliers, quelques millions peut-être, et en fait, et surtout, l'adresse de destination de ce transfert, c'est une adresse qui est sans doute whitelistée, qui est sans doute connue chez eux. Donc, eux, en fait, ils ne s'imaginent pas. Sauf qu'ils découvrent finalement que le montant, bah, ce n'est pas du tout celui pour lequel ils ont signé. Et l'adresse de réception, elle aussi, évidemment, n'est pas celle pour laquelle ils ont signé. Alors, ça pose une vraie question, ne serait-ce que d'UX. Comment Mhm. est-ce que c'est possible, ou est-ce que c'est propre au standard EVM, que la transaction qui s'affiche n'est pas celle qu'on est en train de signer? Ça, c'est dû à quoi? C'est dû à Safe? C'est dû En fait, c'est le truc, c'est le résultat de plusieurs choses. Tu dis quelque chose très intéressant au niveau de la transaction. C'est très bien résumé, mais avant de répondre sur qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je ne vois pas en fait quand je signe une transaction, en gros, ce qui s'est passé là, c'est qu'ils pensaient faire un transfert, donc OK, et en fait, de façon sous-jacente à cette opération qui visuellement paraissait légitime, en gros, ce qu'ils ont autorisé plutôt qu'un transfert, c'est qu'ils ont autorisé de changer les termes en fait du smart contract avec lesquels ils interagissaient. Donc c'est pas j'envoie des fonds à Pierre, mais en fait en réalité ça les envoie à Paul. Là c'est plutôt j'envoie des fonds, mais en même temps je signe une transaction que je ne peux pas contrôler à 100%, et on va expliquer ça
Ta question, elle est super pour ça. Mais en gros, je vais modifier en gros la mécanique du smart contract avec laquelle j'interagis. Tu disais tout à l'heure cold wallet et old wallet. Donc le cold wallet, on va dire qu'il a une adresse, un RIB en gros, depuis lequel tu peux recevoir et envoyer des fonds. Et en gros, il passe par ce qu'on appelle un proxy qui va dialoguer en fait avec le smart contract Safe. Donc Safe, c'est une solution externe développée pour apporter une solution de multi-signature. Et donc du coup, en signant sa première transaction via le proxy, ce qu'il a autorisé en gros, c'est quelque chose, sans rentrer dans le détail technique, mais ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'au lieu de faire un call classique à ce smart contract, il a fait ce qu'on appelle un delegate call. C'est qu'en gros, il a changé les termes du smart contract et a autorisé en fait un contrat malveillant à venir ensuite interagir en gros avec ce proxy, avec ce quorum en fait de signature. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pourquoi il n'a pas vu ça ? Eh bien, tout simplement, on va certainement parler de blind signing, c'est-à-dire qu'au moment où la transaction elle est construite, et là où en fait on aurait pu voir que de façon sous-jacente, eh bien, elle était malveillante. En gros, ce que tu vois en gros avec tes outils pour signer, avec tes hardware wallets, c'est un hash. Donc, tu construis une transaction sur une interface qui paraît légitime. Ensuite, cette transaction elle est envoyée au smart contract et le smart contract appelle les devices, donc les hardware wallets de chacun des signatures, pour que chacun de ces des signataires, pour que chacune de ces personnes signe. Ce qu'elle voit à ce moment-là, la personne sur son device, c'est un hash. Elle n'a pas l'intégralité de la transaction, elle n'a pas l'intégralité des données du smart contract qui vont être révélées sur son device. C'est là qu'elle aurait pu voir en gros que les termes en gros de la transaction, ou en tout cas les adresses en fait des smart contracts ou les calls en fait qui sont faits par le smart contract auraient changé. Et pourquoi en gros, eh bien, c'est ce qu'on appelle le blind signing en gros. Pourquoi en fait ils ont blind signé? Ben, tout simplement parce que Safe et l'échange n'ont pas implémenté en gros avec les providers de ces solutions ce qu'on appelle un plugin qui permettrait de parser complètement le smart contract et plutôt que d'avoir un hash sur l'écran de son hardware wallet, avoir en fait le détail des transactions. Et ça, c'est très important. Ce qui fait qu'en gros, tu signes quelque chose que tu penses être légitime, et tu pourras avoir un contrôle contradictoire parce que de toute façon, même si en background c'est malveillant, ça doit repasser par ton hardware wallet pour la signature. Et c'est à ce niveau-là, en fait, finalement, que la faille est bien pensée. C'est parce que, en gros, on blindside ce type de transaction. Et ce plugin dont tu parles, il n'est pas devenu une norme, il n'est pas un standard dans l'industrie. C'est-à-dire qu'il y a même un des Bybit, c'est quoi? C'est un des plus gros échanges. Je ne sais pas comment il existait, mais il doit faire partie du top 10, peut-être du top 5, j'en ai aucune idée. Mais, en volume, il doit être top 3 même en volume, je pense. Ouais, je crois que c'est Binance, il y a OKX qui est pas mal, et puis il doit être peut-être juste en dessous. En tout cas, voilà. Et encore une fois, question complètement de néophyte, je savais même pas que ça existait ce plugin, mais maintenant que je le sais, je vais faire l'intelligent. Est-ce que c'est pas un standard aujourd'hui? Est-ce que c'est pas normal que ces plugins soient utilisés pour des acteurs aussi importants? Alors, le standard, il existe, c'est UIP72 d'un point de vue smart contract et Ethereum. Ensuite, le plugin, en fait, il faut le développer. Il faut le développer en collaboration avec le fournisseur du hardware wallet et également en fait l'échange et les safes. Puisque en gros, il faut whitelister en fait les adresses dans le smart contract. Une marque blanche que tu peux prendre et que tu peux prendre en non, chacun de ces plugins finalement va être, on va dire, customisé par rapport à qui l'utilise. Et alors, les hardware wallets qui étaient utilisés, c'était Ledger ou pas? C'était Ledger. Il y a peut-être des trésors dans le multisig, mais en gros, le CEO évoque en tout cas un Ledger, donc on peut imaginer que tout le monde a des ledgers chez admettons, donc ils ont tous des ledgers. Ensuite, il y a Safe, qui est donc
la solution de multisig qui est utilisée. Il y en a d'autres. Il y a Gnosis aussi, qui est assez connu, je crois. Et il y a Bybit. Donc, c'est les 3 acteurs, là, pour le coup. Et là, visiblement, ces 3-là, ils ne s'étaient jamais parlé pour mettre le plugin, quoi. Alors moi, mon passé en fait à Ledger est assez proactif là-dessus, hein, c'est-à-dire que J'imagine, ouais, c'est pour ça que je te demande. ouais, déjà, si tu veux, ils ont un SDK, ils ont une plateforme en fait qui permet à des tiers de venir développer les applications qui sont supportées par les hardware wallets Ledger. Mais la société Ledger ne peut pas développer toutes ces applications. C'est bien pour ça qu'elle offre un SDK. C'est une bibliothèque de code, hein, qui permet derrière aux personnes de pouvoir s'en emparer et après contacter Ledger s'ils ont des besoins de personnalisation, etc., quoi. Exactement. Et puis si je fais une parenthèse, c'est ce qui aussi a expliqué à un moment la croissance rapide de Ledger, notamment dans le support de nouveaux coins, parce que tu ne peux pas scaler si tu développes toi-même en permanence le support de chaque coin au niveau du hardware wallet. Donc avoir cette architecture, ce SDK, ce bout de code qui te permet d'implémenter ton propre code sur le device est une façon de laisser l'écosystème venir développer sur la plateforme Ledger avec tous les contrôles qu'on imagine. Et donc Ledger est très proactif là-dessus vis-à-vis de ces plateformes, notamment parce que déjà ils ont une solution B2B qui aurait pu peut-être permis d'empêcher ce type de risque, mais parce qu'ils ont un device ouvert et donc du coup on va pas parler de responsabilité, mais Ledger ne peut rien faire en gros sans que Bybit et Safe travaillent de pair avec eux pour développer en fait ce type de plugin. Et donc si je renverse un petit peu la réflexion, quand tu as un échange qui sécurise, alors je crois que la trésor c'est 16 ou 17 milliards, c'est quand même difficile de penser avec tout ce qui s'est passé depuis 15 ans dans l'écosystème en 2025, de dire que tu continues de blind signer en fait des montants aussi conséquents. C'était exactement l'objet de ma question, c'était de se dire comment un échange peut avoir, je sais pas moi, oublié ou être passé à côté de quelque chose qui, quand tu me l'expliques, encore une fois, hein, me semble si évident. Et visiblement, il travaillait avec le leader des hardware wallets et Safe, qui est aussi une réputation qui est plutôt bonne dans le secteur. Donc, ok. Donc là, visiblement, la responsabilité est plutôt du côté de Bybit que d'avoir pas mis toutes les chances de son côté pour pas se faire hacker. Je dis ça parce que je crois que le risque zéro, il n'existe pas. C'est pas le sujet. Mais si là, on a un plugin qui est dispo et qui doit pas coûter des milliards à développer non plus, donc je vois pas la raison à part soit on fera ça plus tard, soit voilà. En tout cas, on voit que là il y a un problème. Merci pour ça. Passons peut-être maintenant à la suite. Donc ils ont réussi à récupérer 400 000 ETH. Et puis maintenant, leur objectif, c'est d'arriver à blanchir cet argent. Alors, on sait qu'il y a plusieurs acteurs de l'écosystème qui ont travaillé ensemble. Alors, ça peut être aussi bien des analystes comme Zach XBT, mais on a aussi des entreprises comme Tether. On a Ledger, peut-être, qui a apporté son soutien, certainement. On a des sites d'analyse on-chain type Elliptic, Look on-chain, etc. Enfin, tout cela, ils ont bossé ensemble pour essayer de tracer les fonds, essayer d'en geler une partie quand c'était possible. Je crois que Tether a réussi à geler quelques centaines de milliers d'USDT par définition. Mais bon, au final, c'est pas ouf pour l'instant les résultats. Surtout que jusqu'à présent, j'ai lu qu'on n'a jamais réussi à récupérer un seul dollar de la part de Lazarus depuis le tout début. Non. C'est une entreprise très, très profitable et leur but, c'est pas de. On parlait au début de hacks historiques précédents, là, de Ronin et Polynetwork. Je crois que c'est Polynetwork, le hacker, il a quand même rendu les 600 millions. Mais ça n'arrive pratiquement jamais. Il les a certainement rendus parce que justement, il y avait trop de traçabilité et que, en gros, c'est un exploit qu'il ne voulait pas assumer. Il a quand même gardé un petit peu d'argent. Mais, oui, en général, quand tu rends l'oseille, on te laisse 10% ou un truc comme ça. Ouais. Ce qu'il faut comprendre déjà au niveau politique, c'est qu'il semblerait que ce groupe Lazarus ait des liens très, très, très étroits avec le gouvernement nord-coréen. Donc, ce n'est pas des mecs dans leur garage. Non, c'est des mecs qui visiblement sont très proches et qui financeraient d'une manière ou d'une autre le programme nucléaire nord-coréen. Alors,
Là encore, j'ai une source qui est Wikipédia, ça vaut ce que ça vaut, mais On a les mêmes. Hein. Ouais, non, mais parce que, bon, après, peut-être, je ne sais pas s'il y a une preuve irréfutable de cette assertion, mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, je le mentionne en mettant quand même ce petit disclaimer. J'en sais rien, moi, je ne suis pas au courant, moi, mais en gros, voilà, ce serait possible. Et puis, deuxième élément, et moi, j'avais lu un article là-dessus il y a quelques temps, c'est que sur les milliards de dollars qu'avait volé Lazarus depuis ses débuts, entre guillemets, en vérité, ils ont réussi à blanchir que très peu d'argent, en 10-15%. Donc, en vrai, ils sont obligés de voler énormément d'argent parce qu'en fait, à cause de l'évolution de la traçabilité, de la réglementation, des KYC, c'est très compliqué de blanchir de l'argent. Là, par exemple, typiquement, ils auraient depuis le début réussi à blanchir, je sais pas, 10, peut-être 15% maintenant, ce qui est déjà Ouais, je beaucoup. crois 140 ou 200 millions, quelque chose Ouais. comme ça. Alors, Et ils y arrivent par bien, enfin, c'est assez ingénieux, hein, mais en général, je ne sais pas si c'est vers là que ouais, va ta c'est quoi question, leur mais procédure comment. un peu comme. Tu as récupéré, on va donner le tuto de celui qui a volé 1,5 milliard. Bah, le tuto très simple et en général et de plus en plus, c'est que quelle que soit la crypto que tu voles, en général, tu évites maintenant de repasser par de l'USDT ou de l'USDC parce que tu sais qu'en gros, Tether qui est derrière USDT et puis Circle derrière USDC peuvent en gros bloquer tes fonds où qu'ils soient, en gros en blacklistant les adresses où ces fonds sont identifiés. Et grâce à des traceurs comme ZachXBT ou d'autres, en fait, tu sais identifier les wallets qui détiennent ces fonds, donc c'est facile de les bloquer. Donc en général, là c'est facile, c'était déjà des aides, mais en gros ils passent à être et ensuite ils essayent d'utiliser des échanges décentralisés, des échanges centralisés, mais avec des normes, on va dire, un petit peu légères. Et en gros, vu les montants, il faut aller chercher de la liquidité. Donc, tu as besoin, en fait, d'éparpiller tout ça vers énormément on va dire, d'échanges décentralisés. Après, il y a un autre élément de la stratégie, c'est la fragmentation. Donc, tu vois, là, par exemple, pour ce hack-là, je crois que ça a été d'abord divisé en 50 wallets de 10 000 Ethereum chacun. Donc là, tu commences à fragmenter parce que c'est depuis ces différents fragments que tu vas continuer de fragmenter en fait sur d'autres wallets. L'idée, c'est de brouiller les pistes. Ensuite, tu vas passer par des bridges. Donc, tu vas passer d'une crypto sur une blockchain donnée à une crypto sur une autre blockchain donnée pour encore apporter en fait une difficulté dans la traçabilité en fait Là, je des crois qu'ils fonds. ont pas mal converti en Bitcoin, de ce que j'ai compris. Exactement. Et là, je lisais, je crois que c'est hier soir tard, ou enfin Zach XBT justement qui a fait un update, qui a identifié près de 1000 adresses cette fois-ci qui Oui. sont Oui. récipiendaires en fait des fonds hackés. Bien sûr. Donc c'est énorme. Donc il y a toute cette fragmentation qui a lieu, qui permet déjà de noyer un petit peu tout ça dans des centaines et là pratiquement 1000 wallets. Et ensuite, en général, ils utilisent des mixeurs. Alors, les noms, je les connais pas tous, mais il y a Tornado Cash, par exemple, mais je ne sais pas s'ils seraient utilisés. Ou des échanges. Ils auraient utilisé un qui s'appelle EX et Ouais. Alors, je ne sais pas s'il faut le qualifier de mixeur ou d'échange à proprement dit, mais c'est un échange, on va dire, un peu plus houleux que les autres et qui, a priori, est taxé de blanchir. Un mixeur, c'est tu envoies des transactions sur un smart contract, mais en fait, tu n'es pas seul à en envoyer. Genre, vous êtes 15 à en envoyer. Il y a les nord-coréens, État, Madame Michu, ils envoient tous au même endroit. À ce moment-là, le mélangeur ou le mixeur va tout mélanger et après, il va ressortir tout ça. Mais au final, on n'arrive plus à retrouver l'origine des fonds. Alors, je simplifie, surtout que Madame Michu, il y a peu de chances qu'elle connaisse le mélangeur, mais tu as capté. Et on a perdu Rémi. Voilà. Non, je suis là. Voilà. Donc voilà, donc pour le coup, et donc ça permet, comme tu le disais, il y a les bridges, il y a les DEX, il y a les mélangeurs, tout ça permet finalement de noyer le poisson, en fait. On peut dire ça comme ça. Je vais rajouter un petit truc, parce que je discutais avec un collègue que je vais nommer, là, Jonathan Rhys, qui travaille pour Blockchain Expert, et à qui je demandais, mais est-ce que tu as un peu des informations sur cette entreprise de mixage en gros et en gros il m'expliquait qu'au vu en fait des montants énormes, aller en fait taper sur des mixeurs, ça allait être un petit peu difficile dans ce cas-là parce que en gros pour des raisons de liquidité.
Donc, pour Madame Michu, elle a blanchir de pas. l'argent, il faut qu'il y ait une contrepartie en Ah oui. face. Et il m'expliquait qu'ils étaient en train de pas mal en fait blanchir ou anonymiser cette information en passant en gros par PumpFun. Donc en gros, ils passent par Solana et PumpFun. Donc si tu veux, l'ingénierie en fait de cette équipe de Lazarus, elle, elle va très loin parce qu'ils s'adaptent en permanence avec des nouvelles techniques en fait pour blanchir, pour anonymiser un peu davantage leur butin, quoi. Ouais. Non, non, c'est vrai que c'est impressionnant. Bon, dernier élément, et ensuite on va terminer cette chronique. C'est là les dernières informations sur lesquelles, alors peut-être c'est ce que tu disais tout à l'heure jusqu'à 1000 wallets, on constate qu'il y a des mecs qui passent leur temps à faire 2-3 transactions par minute. Ensuite, ils prennent des pauses de 15 minutes toutes les 45 minutes. Et en fait, voilà. Donc là, il y a un travail de fond, de petites mains, peut-on dire, hein, qui sont en train de blanchir tout avec plein de petites transactions comme ça. Donc là, on imagine en fait, tu sais, le blanchiment d'argent du dollar dans les films dans lesquels ils blanchissent billet par billet, qu'ils envoient dans les commerces, les casinos, là, tout ça. Des Et ben, petites mains. pareil, mais on-chain. Voilà. Et c'est assez impressionnant. Alors, ce qu'on peut constater peut-être, c'est que ce hack, il était en tout cas prémédité depuis sans doute des mois, voire des années, pour ce genre de résultats qui finalement, cyniquement, encore une fois, le résultat est plutôt bon pour l'instant. Et en tout cas, on voit que parfois, ça coûte 1,5 milliard d'apprendre. Je pense que maintenant, Bybit, ils vont mettre ce plugin. Ouais, mais si tu veux, ce que tu dis, c'est très juste. Et c'est en fait l'histoire se répète, quoi. Parce que la sécurité, en gros, c'est pas une option, hein. Et surtout quand tu es une plateforme comme celle-ci qui a une réputation et qui se veut sérieuse. Et en gros, et c'est peut-être le mot de la conclusion, si on devait rétro-pédaler en fait, enfin un petit peu sur ce qui s'est passé, tu vois que ce que fait Lazarus, c'est qu'il exploite les failles humaines. Donc modifier un smart contract, c'est pas ce qui est le plus compliqué une fois que tu es infiltré. Par contre, c'est savoir que les utilisateurs les signataires sont en signature aveugle. Donc c'est quand même fort. Savoir que les utilisateurs utilisent des PC qui sont connectés pour aller les infiltrer. Donc si on devait un petit peu refaire l'histoire, tu vois qu'il y a des manquements qui auraient permis d'éviter en fait ce hack. Tu peux déjà te